Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, a reçu hier au Palais Royal de Rabat une délégation américano-israélienne, indique un communiqué du cabinet royal. Une déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël a été signée devant Sa Majesté le Roi. Temple spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine ayant pour centre de gravité la synagogue Simon Atiya Essaouira, Beit Dekira ou Maison de la Mémoire, un espace dédié au dialogue interreligieux entre juifs et musulmans. Visite guidée dans notre journal. Elle constitue une mosaïque de traditions et de rites. Elle brille par son aspect gustatif et par sa finesse, composante fondamentale du patrimoine culinaire marocain. Il s'agit de la gastronomie juive marocaine. Notre équipe a visité le restaurant Le Cercle de l'Union à Casablanca, qui offre à ses visiteurs une sélection variée de plats traditionnels juifs et marocains. Et notre invité sur le plateau ce soir, M. Samir Machhour, vice-président de Samsung Biologics de Corée. Nous parlerons bien sûr de coronavirus et de vaccination. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, a reçu hier au Palais Royal de Rabat une délégation américano-israélienne, indique un communiqué du cabinet royal. Une déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël a été signée devant Sa Majesté le Roi. Les développements sur Adenachet. La délégation est composée de M. Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis d'Amérique, M. Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale de l'État d'Israël, et M. Avram Joel Berkovitch, assistant spécial du président des États-Unis d'Amérique et représentant spécial pour les négociations internationales. Au cours de cette audience, Sa Majesté le Roi a réitéré sa pleine satisfaction quant aux résultats historiques de l'entretien que le souverain a eu le 10 décembre 2020 avec son Excellence M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. La proclamation présidentielle reconnaissant la marocanité du Sahara ainsi que les mesures annoncées pour la reprise des mécanismes de coopération avec Israël constituent des développements majeurs pour le renforcement de la paix et de la stabilité régionale. Ces mesures concernent l'autorisation des compagnies aériennes israéliennes pour transporter des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens vers le Maroc, la pleine reprise des contacts et des relations diplomatiques et officielles avec Israël au niveau approprié, la promotion d'une coopération économique bilatérale dynamique et innovante et l'action en vue de la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv. Sa Majesté le Roi a félicité M. Kushner pour le travail substantiel accompli depuis sa visite au Maroc en mai 2018. Visite qui a permis de réaliser ce tournant historique en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc et le développement prometteur pour la paix au Moyen-Orient. S'adressant à M. Meir Ben Shabbat, Sa Majesté le Roi a souligné les liens particuliers avec la communauté juive marocaine et notamment ses membres occupant des postes de responsabilité en Israël. L'audience royale a été l'occasion de réaffirmer que l'ensemble des décisions et mesures annoncées lors de l'entretien téléphonique du 10 décembre entre le souverain et le président Donald Trump seront intégralement appliquées. Sa Majesté le Roi a réitéré enfin la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, basée sur la solution à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, les négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes comme seul moyen de parvenir à un règlement global et définitif, et l'attachement de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds,
à la sauvegarde du caractère musulman de la ville sainte. À l'issue de cette audience, une déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël a été signée devant Sa Majesté le Roi par le chef du gouvernement, M. Saad El-Othmani, M. Jared Kushner et M. Meir Ben Shabbat. Ont assisté à cette audience M. Adam Seth Boller, PDG de la Société de financement du développement international des États-Unis, M. Fouad Ali Himma, conseiller de Sa Majesté le Roi, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. La visite au Maroc de la délégation américano-israélienne de haut niveau a été sanctionnée par une déclaration conjointe qui a mis l'accent sur l'ouverture d'une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël. Nisrina Ousdar. La déclaration conjointe fait office d'une feuille de route sur laquelle les trois pays vont désormais travailler. Un agenda bien rempli. Il concerne notamment la question du Sahara marocain, la coopération économique avec les États-Unis, les relations maroco-israéliennes et l'instauration de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. La déclaration est qualifiée d'historique par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nasser Bourita n'a pas manqué non plus de réitérer la position constante et inébranlable du Royaume du Maroc quant à la défense de la cause palestinienne. Les trois pays saluent l'aboutissement des efforts inlassables consentis en amont par toutes les parties concernées pour y parvenir. Les trois pays saluent également le décret présidentiel américain en vertu duquel Washington reconnaît la pleine et l'entière souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, en réitérant bien sûr son total et son indéfectible soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Un plan d'autonomie qui demeure sérieux, pragmatique et crédible pour une solution juste et pérenne au conflit autour du Sahara marocain. La déclaration conjointe vient donc asseoir les bases d'une coopération tripartite gagnante à plus d'un titre. Un partenariat hautement stratégique pour le développement économique, la paix et la stabilité au niveau régional et mondial. Sa première concrétisation, l'ouverture prochaine d'un consulat américain à Dakhla. Le conseiller principal du président des États-Unis, Jared Kushner, s'en félicite. Il salue également le leadership de Sa Majesté le Roi pour un avenir prospère pour le continent africain. Je suis particulièrement reconnaissant à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son leadership visionnaire qui place le Maroc et l'ensemble de la région sur une trajectoire très prometteuse. Le Maroc est l'un des partenaires les plus anciens et les plus proches des États-Unis. Les deux pays qui viennent de célébrer le 243e anniversaire de la reconnaissance des États-Unis par le Royaume du Maroc en 1777 entretiennent des relations plus solides que jamais. Nous n'oublierons jamais que le Maroc ait été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale de l'État d'Israël, a exprimé au nom du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sa profonde estime à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son leadership courageux et sa vision éclairée. Au-delà des enjeux politiques, je dirais que c'est un bien grand jour pour moi. Je suis personnellement tellement touché par cette visite à un pays qui a vu naître mon père et mes grands frères, ainsi que des milliers de juifs d'origine marocaine. Des Marocains de cœur qui ont grandi, qui ont fait leurs études au Maroc, avant de se déplacer en Israël. J'ai tout aussi grandi avec cet immense legs. Ces Marocains n'ont jamais oublié leurs racines. Les traditions et les coutumes des Juifs marocains se perpétuent en Israël à travers les générations. Et la paix n'a pas de prix. La paix au Moyen-Orient, mais aussi des possibilités de partenariat sans limite, précise le conseiller à la sécurité nationale d'Israël. Il évoque notamment les domaines de l'aviation, de la créativité, des sciences, de la santé et de l'agriculture. 4 accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment économiques, entre le Maroc et Israël ont été conclus et 2 autres accords signés entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Les développements avec Oumaïma Ramli.
4 accords de coopération lient désormais le Maroc et Israël, couvrant plusieurs domaines de coopération bilatérale. Exemption des formalités de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service. Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'aviation civile, en reconnaissant l'importance d'assurer des vols directs entre Israël et le Maroc. Les deux parties s'engagent à mener des discussions pour la conclusion d'un accord sur les services aériens. Un mémorandum d'entente englobe l'innovation et le développement des ressources en eau, une coopération technique en matière de gestion et d'aménagement de l'eau. Enfin, un mémorandum d'entente où il est question de coopération dans le domaine des finances et de l'investissement. Il annonce la promotion de relations économiques entre les deux pays à travers le commerce et l'investissement. Également prévu la négociation d'autres accords devant régir les relations maroco-israéliennes, à savoir une convention de non-double imposition, un accord sur la promotion et la protection des investissements, un accord sur l'assistance douanière. Du côté maroco-américain, 2 nouveaux accords destinés à promouvoir les investissements au Maroc et en Afrique ont été signés. Le premier est un mémorandum d'entente entre le gouvernement marocain et la Société américaine de financement du développement international. Il prévoit un soutien financier et technique de 3 milliards de dollars aux projets d'investissement privé au Maroc et dans les pays d'Afrique subsaharienne en coordination avec des partenaires marocains. Le deuxième accord est une lettre d'intention entre le gouvernement marocain et le gouvernement des États-Unis. À travers cette lettre, le gouvernement marocain exprime son soutien à l'initiative américaine Prosper Africa. Une antenne de cette agence sera ouverte à l'ambassade des États-Unis à Rabat. Objectif, faciliter les accès aux investisseurs américains et coopérer ensemble vers l'Afrique. Dédié au dialogue interreligieux, Beit Dakira, maison de la mémoire, un temple spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, unique en son genre au sud de la Méditerranée, ayant pour centre de gravité la synagogue Simon Atiya, bâtie à la fin du 19e siècle. Visite guidée, Mounia Marouche, Abdelghani Tahraoui. Orfèvrerie, métiers ancestraux au cœur des villages amazirs, le riche héritage des Juifs marocains est mis en avant dans Beit Dakira, la maison de la mémoire. Une mémoire qui résonne encore dans ce haut lieu chargé d'histoire, édifié à la fin du 19e siècle sous le nom de la synagogue Simon Atiya, son bâtisseur. C'est l'une des synagogues les plus emblématiques des Essaouira Mogador. Ce lieu culturel et cultuel reflète la richesse du judaïsme marocain. Il témoigne surtout de la profondeur des liens entre juifs et musulmans qui ont vécu côte à côte et en parfaite symbiose pendant plusieurs siècles. En 2017, cet espace spirituel et patrimonial a trouvé un nouveau souffle grâce à sa réhabilitation. Depuis, ce temple de la mémoire comprend un espace muséal, un centre de recherche international dédié au dialogue entre juifs et musulmans et une synagogue ouverte au public. Dar Dakira a fait l'objet des travaux de restauration chapeautés par le ministère de la Culture, ce qui a contribué à préserver et faire rayonner la mémoire juive marocaine. Cet édifice spirituel est une consécration de l'exception marocaine dans le domaine du dialogue et de cohabitation entre les religions, un exemple du vivre ensemble qui caractérise le royaume et plus particulièrement la ville d'Essaouira. À présent, en direction Marrakech, qui au XXe siècle comptait à elle seule quelques 50 000 juifs, terre de fraternité, juifs et musulmans ayant toujours cohabité en parfaite symbiose. Nos équipes sont parties à la rencontre de quelques membres de la communauté juive marocaine qui partagent avec nous leur vécu et leurs souvenirs. Mu'tasim Billah El Bouazaoui, Amina Allam, Oumaïma Ramli. Derrière cette porte, un lieu de culte, il s'intègre parfaitement dans son environnement. Rien ne le différencie des autres bâtisses du quartier Guilise. Pourtant, les natifs de la ville connaissent bien ce lieu. C'est une synagogue,
une des plus anciennes de la cité ocre. Les habitants de confession juive y affluent en masse. La famille Miara en fait partie. Pour eux, ce lieu de culte recèle bien des souvenirs. C'est ici qu'ils ont scellé leur union, il y a bien des années. Nous sommes mariés ici à Marrakech, à l'endroit où nous nous trouvons actuellement, dans cette synagogue. Il faut savoir que Marrakech est une ville où il y a beaucoup de mariages juifs qui se célèbrent. Les gens viennent de l'étranger pour se marier. Et ils recréent ce qu'on appelle la houpa, c'est-à-dire l'arche dans laquelle on se marie. Ils la recréent dans des beaux jardins, de beaux hôtels qu'on a ici à Marrakech. Nous, en tant que résidents à Marrakech, on a tenu à célébrer notre mariage dans la synagogue de Marrakech. La salle était pleine, c'était magnifique, de nos amis juifs et de nos amis chrétiens et musulmans. Voilà, c'était incroyable, un souvenir vraiment incroyable. Et si pour les Miara, cette synagogue est chargée de beaux souvenirs, d'autres membres de la communauté juive y viennent non seulement pour prier, mais aussi pour se remémorer des souvenirs d'enfance. Car la plupart n'a jamais songé quitter la terre marocaine. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a une fraternité ici au Maroc entre les Juifs du Maroc, parce qu'on est Marocains d'abord. Avant d'être Juif, on est né Marocain. C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a une fraternité qu'on n'a jamais retrouvée ailleurs. J'ai vécu longtemps en France aussi, mais cette fraternité, je l'ai retrouvée qu'ici. Des témoignages poignants d'un modèle du vivre ensemble, d'altérité et de coexistence. Car sous nos cieux, islam et judaïsme ont toujours vécu en forte entente. Les derniers développements de la question du Sahara marocain au centre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande de l'Allemagne. Des consultations informatives à huis clos. Cette réunion a été l'occasion pour les États-Unis d'exposer pour la première fois devant le Conseil de sécurité le bien fondé, la justesse de la proclamation américaine du 10 décembre 2020. Reconnaissant la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara. La délégation américaine a réaffirmé le ferme soutien de Washington à l'initiative marocaine d'autonomie comme unique solution aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Des sources diplomatiques à New York ont confirmé que lors de ces consultations, plusieurs États membres ont rejoint les États-Unis dans leur appui à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule base sérieuse et crédible à même de mettre fin à ce différend hérité de l'ère de la guerre froide. Les membres du Conseil ont souligné l'importance de la nomination rapide d'un nouvel envoyé personnel pour la reprise dans les meilleurs délais du processus des tables rondes avec la participation active de l'Algérie consacrée par les résolutions du Conseil de sécurité en tant que partie principale aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Les membres du Conseil de sécurité ont tous exprimé leurs préoccupations au sujet des violations du cessez-le-feu et des accords militaires par le groupe armé séparatiste, le Polisario. Plusieurs membres ont pointé la responsabilité de ce dernier dans la crise à El Guergueret. À présent, les principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. 2566 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. 2970 guérisons recensées et 56 décès. Le taux de létalité s'établit ainsi à 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers, il s'élève à 934 1111 nouveaux cas de plus ces dernières 24 heures. 82 sont sous intubation et 564 sont sous ventilation non invasive. La situation épidémiologique au Maroc enregistre donc une décrue en termes de diffusion du virus et de son taux de reproduction ou R0. Autre grand espoir, une grande vaccination massive qui sera incessamment lancée au Maroc et qui, en l'espace de 12 semaines, devrait couvrir pas moins de 80% de la population. Le Maroc, comme vous le savez, a opté pour un vaccin classique, celui produit par Sinopharm, le géant chinois. Vaccin obtenu à partir du coronavirus lui-même inactivé, procédé biologique et génétique qui a fait ses preuves
depuis quelques 70 ans. Alors pour nous éclairer sur les différents vaccins candidats, nous avons un grand plaisir d'avoir avec nous sur le plateau le vice-président de Samsung Biologics, docteur Seigneur Samir Machhour. Bonsoir. Alors les espoirs sont portés aujourd'hui sur la vaccination. Est-ce qu'on retrouvera une vie normale, disons, après la vaccination et disons, dès le deuxième semestre de 2021? Alors, merci de m'avoir invité. Je n'ai pas de boule de cristal pour pouvoir répondre directement à cette question, mais je pense que une fois qu'on aurait le vaccin sur place, je pense que les choses vont s'améliorer en allant dans le bon sens. Alors, retrouver une vie normale, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une vie normale. Avoir une vie normale telle qu'on l'avait avant la pandémie, ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable d'espérer d'ici milieu de l'année prochaine. Donc il faut s'attendre quand même à une année 2021 dans laquelle il va falloir continuer à se battre, parce que les vaccins, ou le vaccin lui-même tout seul, ne va pas résoudre un petit peu toute la situation de la pandémie. Il y a également, ça fait partie d'un package dans lequel il faut s'investir avant de retrouver un semblant de vie normale tel qu'on l'avait avant. Alors, le Maroc, nous le disions, a opté pour le vaccin Sinopharm. Alors, quelle est l'importance de la vaccination pour faire face justement à la pandémie? Alors, la vaccination est importante. C'est un élément essentiel et c'est un élément qui est critique. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à vacciner les gens. Là, on a un virus, le coronavirus, et donc la vaccination devient un élément critique des panoplies de mesures qu'on doit prendre pour essayer de vaincre, en fin de compte, cette pandémie. Donc il faut prendre la vaccination sérieusement. C'est un élément, c'est un outil que l'on devrait certainement utiliser dans les jours à venir. Alors dans la course à la vaccination, plusieurs vaccins ont été mis au point en quelques mois. Sont-ils sûrs? Alors, deux questions. Est-ce que les vaccins sont sûrs? Quand on fait des essais cliniques, on démontre la sûreté du vaccin dès le départ, à partir de la phase clinique, phase 1. Donc tous les vaccins qui sont aujourd'hui, qui sont sur au moins ceux avec lesquels on est familier, notamment le vaccin de Sinopharm, le vaccin d'AstraZeneca, BioNTech ou Pfizer, ont tous un profil sûr de sûreté. Il y a toujours des effets secondaires, et tous les vaccins ont certains effets secondaires. En fin de compte, tous les médicaments ont des effets secondaires. Les vaccins aujourd'hui que l'on connaît tous, incluant celui de Sinopharm, sont sûrs. Justement, on parle du vaccin chinois Sinopharm, plus sûr peut-être que les autres. Oui, alors, les deux questions, est-ce qu'ils sont sûrs ou est-ce qu'ils sont efficaces? Efficaces. Voilà, deux questions séparées. Je pense que sur la question sûre, la sûreté de ces vaccins-là a été démontrée avec des données cliniques. Tous les vaccins, incluant celui de Sinopharm. Est-ce qu'ils sont efficaces? Donc l'efficacité d'un vaccin se démontre à partir d'essais cliniques phase 2 et l'essai clinique phase 3. Alors sur la phase 2 et la phase 3, la majorité des essais cliniques qui ont été faits pour les phases 2 et phase 3 ont démontré également une certaine efficacité. On a entendu quelques chiffres, 90, 70, 63%. Il faut savoir que l'efficacité d'un vaccin est mesurée que ce soit par l'Organisation mondiale de la santé, le baseline, il est à 50%, incluant même le vaccin de la grippe qu'on utilise aujourd'hui depuis des années. Donc avoir une efficacité de vaccin qui est à 60%, 70, 90%, c'est des vaccins quand même qui ont démontré une efficacité qui est impressionnante. Alors justement, il y a une nouvelle souche qui vient d'apparaître, surtout en Europe. Elle a commencé en Grande-Bretagne. Alors, est-ce que le vaccin sera sûr justement face à cette nouvelle souche du coronavirus? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments pour répondre avec un recul sur cette nouvelle souche, sur cette mutation voilà. Il faut d'abord analyser
la signification de cette mutation. Est-ce que c'est une mutation qui est significative ou est-ce que c'est qui est légère ou qui est négligeable? Plus virulente peut-être. Voilà. Donc moi, pour l'instant, alors il y a des tests qui ont déjà démarré concernant l'utilisation des vaccins qui ont été développés aujourd'hui et lesquels que certains pays utilisent déjà pour essayer de vérifier l'efficacité de ces vaccins-là sur cette mutation. L'information que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas s'alarmer. Il y aura toujours quelques mutations des virus que l'on a, et ça a été démontré dans le passé que les vaccins qui ont été développés dans le passé ont pu faire face à la majorité des mutations. Et à force peut-être de muter, le virus va peut-être s'affaiblir? Absolument. Absolument. Alors, docteur Senior Samir Mchour, vous arrivez de Séoul, qui n'a jamais été confiné car la population respecte scrupuleusement les gestes barrières. Alors, parlez-nous justement, docteur, de l'importance de ces gestes barrières pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Alors, les gestes barrières, c'est vrai que la Corée est un cas unique, tel que Taïwan ou certains pays asiatiques. Mais les gestes barrières, aujourd'hui, pour moi, sont même plus forts que le vaccin. C'est les gestes barrières qui ont fait en sorte que certains pays, tels que si je prends le cas de Taïwan, ou le cas même du Vietnam, ou le cas de la Corée, qui ont fait en sorte de garder l'impact du coronavirus à un niveau très très bas. Alors, les gestes barrières, c'est assez simple. Le port du masque. Le port du masque est important. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. C'est probablement la protection la plus importante aujourd'hui, parce que quand on porte un masque, on ne se protège pas que soi-même, mais on protège les autres. Donc c'est important, et c'est à la rigueur le traitement le plus cheap, entre parenthèses, parce que quand on est déjà contaminé, on rentre dans des coûts et des conséquences économiques et des conséquences en termes humains qui sont encore beaucoup plus importants. Donc porter le masque, c'est une nécessité aujourd'hui. Et ça sera une nécessité même après le vaccin, je pense. Oui, absolument. Alors, pour faire face au coronavirus, il faut garder en perspective trois démarches ensemble. Il y a le vaccin, qui est très très important, parce que le vaccin aide à prévenir, donc le vaccin c'est pour la prévention. Ensuite il y a les traitements, et les traitements qui vont venir très bientôt, et ça c'est si on a été contaminé, quels sont les traitements qui sont disponibles pour pouvoir faire face et alléger les maladies, et alléger le taux d'accès aux hôpitaux. Et il y a le comportement, et le comportement, c'est les gestes barrières. Donc le vaccin lui-même tout seul, il ne va pas résoudre cette équation à 3 dimensions. Il faut le vaccin, il faut les traitements, il faut les comportements. Ça sera en plusieurs étapes. Et c'est les 3 en même temps. Donc il faut garder dans la tête qu'on aura besoin des 3 en même temps. Docteur Samir Mchour, senior vice-président de Samsung Biologics, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message à son frère Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l'État de Palestine, message dans lequel le souverain réaffirme la constance de la position du royaume de soutien à la cause palestinienne pour une solution à 2 États. Sa Majesté le roi, président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, assure le président Mahmoud Abbas qu'il n'épargnera aucun effort pour la protection de l'identité historique de la ville sainte en tant que terre de coexistence entre les religions monothéistes. Le Maroc, poursuit le message royal, place toujours la cause palestinienne au rang de la cause du Sahara marocain. Le Maroc appellera très prochainement à la tenue de la 21e session du comité Al-Quds au Royaume du Maroc, tout comme il sera procédé à l'actualisation des organes de Beit el-Mel Al-Quds. La ligne T1 du tramway à Casablanca, toujours suspendue au centre-ville. Le trafic reste interrompu sur un important tronçon en raison de la poursuite des efforts de sécurisation du chantier de l'hôtel Lincoln. Une partie de la façade de l'hôtel s'est effondrée, entraînant des chutes de pierres sur la plateforme du tramway. Sarah Katir, Leila Asri, Achour Ben Messoud et Aziz Anmrar. Le centre-ville de Casablanca est privé du service de la ligne T1 du tramway après l'effondrement d'une partie de la façade de l'hôtel Lincoln situé sur le boulevard Mohammed V.
Ainsi, 10 stations de la dite ligne sont hors service, ce qui cause bien des tracas pour les usagers du tramway. Cela fait maintenant une semaine qu'on souffre de ce problème de transport. On est obligé de prendre des grands ou des petits taxis afin d'arriver à bon port. Avec cet arrêt du tramway au centre-ville, je suis obligé de parcourir des kilomètres à pied avant de prendre le tramway à la station du Uri. Et à la longue, c'est fatigant. Jusqu'à présent, aucune date n'est donnée pour la reprise du service du tramway sur toute la zone centre-ville, par mesure de sécurité et de peur d'un autre effondrement de l'hôtel Lincoln. C'est pour cela qu'on a arrêté ce tronçon et on a possédé des services partiels qui assurent la continuité des trams. Ces services partiels se sont créés par des terminus provisoires. On ne peut pas donner une date parce que nous, qu'on aura la confirmation des autorités compétentes qu'il n'y a aucun risque dans ces stations, on peut reprendre. Construit en 1917 par l'architecte français Hubert Bride, l'hôtel Lincoln est à l'abandon depuis quelques décennies. Et bien que menacé en ruine, l'hôtel constitue une partie de la mémoire architecturale de la Ville Blanche. N'oubliez pas, c'est à partir de ce soir 21h que les mesures de précaution décidées par le gouvernement pour renforcer les procédures de l'état d'urgence sanitaire et de maintenir les mesures et procédures nécessaires pour lutter contre le coronavirus prendront effet. Décision prise sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique. Le gouvernement précise que ces mesures concernent premièrement la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h. Couvre-feu nocturne de 21h à 6h à l'échelle nationale, sauf cas exceptionnel. L'interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés. La fermeture totale des restaurants à Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger pour une durée de 3 semaines. Toutes les mesures de précaution annoncées précédemment seront maintenues, conclut le communiqué. On va parler cuisine à présent, valeurs de partage et composantes fondamentales du patrimoine culinaire marocain, la gastronomie juive marocaine. Des plats qui brillent par leur diversité, leur finesse et leur saveur. Notre équipe a visité le restaurant Le Cercle de l'Union à Casablanca, qui offre à ses visiteurs une sélection variée de plats traditionnels juifs marocains. Apprécions-les dans ce reportage signé Khalid Ezdoun, Mohamed Laroui sur le commentaire de Zakaria Mokhinbil. Bienvenue au restaurant Le Cercle de l'Union de Casablanca. Dans les cuisines, Anita Pérez et ses collègues s'activent. Au menu aujourd'hui, une sélection variée des plats les plus typiques de la cuisine juive marocaine. Des plats succulents à faire frémir vos papilles. Du poisson à l'ail, poivron et safran, ou un rôti de bœuf aux pruneaux, céfa et cacahuètes. Les mêmes coutumes, les mêmes façons de vivre. Il n'y a rien de différent. Depuis qu'on est petit, on a toujours vécu les portes ouvertes avec les musulmans et nous, on a toujours partagé nos repas, on a toujours assisté à leurs fêtes, nous, eux, à nos fêtes. On ne fait pas de différence. C'est un pays de tolérance qui accepte tout le monde, qui aide tout le monde, qui est généreux. Le restaurant Le Cercle de l'Union de Casablanca contribue à préserver ses traditions culinaires authentiques. Ce lieu de rencontre des Juifs marocains au cachet traditionnel réunit les membres de cette communauté depuis plus de 130 ans. Un lieu riche en souvenirs et en célébrations. On a l'habitude de faire aussi des fêtes juives, comme des fêtes de manifestations de Eid al-Adsh. Quand il s'agit de manifestations marocaines, et on fait ce qu'il faut. Donc on reçoit énormément de membres marocains aujourd'hui qui viennent. Et voilà, c'est un bâtiment qui a été conçu au début par la communauté juive du Maroc de l'époque. La cuisine juive est un aspect fondamental du patrimoine culinaire marocain. L'expression de la cohabitation des religions et du vivre ensemble qui fait la force du Maroc pluriel, carrefour des cultures et des civilisations. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula 21h. Excellente soirée. À demain 19h.